Gouverner ou faire campagne. Pour un élu qui est déjà en place, la frontière est souvent très floue. Sauf qu'en France, franchir cette ligne, ça peut coûter une élection. On va voir comment. Une élection. Toute une élection annulée à cause d'une simple publication sur Facebook, ça peut paraître un peu fou, mais la réponse est oui. C'est une conséquence bien réelle de règles qui ont été conçues pour une chose, garantir l'équité dans le jeu démocratique. Et voilà le cœur du problème. C'est un vrai défi. Et pour y répondre, la France a mis en place un cadre juridique assez unique en son genre. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Un élu qui est déjà en place, il a accès à toutes les ressources de sa collectivité. Pensez-y, les bulletins d'information, les réseaux sociaux, les événements officiels. C'est un avantage qui est juste énorme par rapport à ses adversaires. L'objectif de la loi, c'est donc de tracer une ligne très claire, presque infranchissable, entre ces deux rôles. Il faut s'assurer que les moyens de l'institution, de la ville, ne soient jamais utilisés pour servir la cause du candidat. Alors, comment la loi s'y prend-elle pour imposer cette séparation? Avec une mesure assez radicale, une période de réserve obligatoire, c'est un véritable compte à rebours qui se met en place avant l'élection. Très précisément, 6 mois avant le jour du vote, une série d'interdictions assez strictes sur la communication de la mairie, de la collectivité, entre en vigueur. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des actions de communication qui sont tout à fait normales en temps normal, comme un édito dans le journal de la ville ou la cérémonie des vœux, tout ça devient soudainement un véritable terrain miné. Ce qui est intéressant, c'est que le texte de loi lui-même est en fait très court, très brut de décoffrage, comme on dit. Du coup, pour prendre leurs décisions, les juges s'appuient sur un ensemble de principes qui ont été établis par la jurisprudence. Alors, comment font les juges? Ils se basent sur 4 grands principes d'équité. Ce sont eux qui sont vraiment au cœur de chaque décision. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 4 principes, on ne les trouve pas écrits noir sur blanc dans la loi. Ils ont été façonnés au fil du temps, au gré des décisions de justice, et aujourd'hui, ils servent en quelque sorte de guide pour les juges. On va les regarder un par un. D'abord, le principe le plus simple à comprendre, c'est la neutralité. Toute communication doit être purement informative. Le but n'est plus de vanter les mérites de telle ou telle politique, mais simplement de donner des infos pratiques, les horaires de la piscine, les travaux dans une rue, voilà. Ensuite, il y a la régularité. Le rythme de communication doit absolument rester le même. Si le magazine de la ville est publié tous les 2 mois, il est hors de question de passer à un rythme mensuel juste avant le vote. Pour un juge, ce serait un vrai signal d'alarme. Le 3e principe, c'est l'antériorité. En gros, on continue ce qui se faisait avant, mais surtout, on ne lance rien de nouveau. Cette période de réserve de 6 mois, ce n'est vraiment pas le moment de créer la nouvelle page Instagram de la ville ou de lancer une nouvelle cérémonie. Et enfin, le principe d'identité. Ça veut dire que la nature même d'un événement ne doit pas changer. L'exemple typique, la traditionnelle galette des rois pour les personnes âgées, elle ne peut pas se transformer du jour au lendemain en un grand cocktail dînatoire avec un discours qui ressemble à un programme. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde comment ces principes s'appliquent dans des cas très concrets, là où la fameuse ligne devient justement un peu grise. Prenons le bulletin municipal. Informer les citoyens sur les services, oui, bien sûr. Par contre, présenter un bilan super flatteur du mandat, ça, c'est considéré comme de la campagne électorale. Pareil pour les cérémonies officielles, elles peuvent bien sûr avoir mieux, mais elles ne peuvent pas être utilisées comme une tribune pour dérouler un programme électoral. Et là, on touche au risque majeur des réseaux sociaux. La frontière entre la personnalité publique d'un élu, son rôle institutionnel et son profil de candidat, elle peut devenir extrêmement floue très rapidement. Bon, mais alors, que se passe-t-il concrètement quand une plainte est déposée et qu'un juge estime que la ligne a été franchie? Pour bien comprendre la sévérité des conséquences, il faut regarder ce chiffre. Dans une affaire bien réelle, qui est allée jusqu'au Conseil d'État, l'écart entre le vainqueur et le perdant n'était que de 5. 5 petites voix. Le juge, en fait, il suit un raisonnement en 3 temps. D'abord, est-ce qu'il y a eu une infraction? Ensuite, et c'est crucial, est-ce que cette infraction a pu influencer le vote? Et enfin, est-ce que l'écart de voix était faible? Et plus cet écart est serré, plus la moindre petite infraction va peser lourd, très lourd dans la balance. La sanction ultime, c'est la plus radicale possible. L'élection est annulée. C'est une remise à zéro complète du processus démocratique. Tout le monde doit retourner voter. En résumé, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que pendant les 6 mois qui précèdent une élection, un élu sortant marche sur une corde raide. La plus grande prudence est de mise, parce que la moindre communication, le moindre écart, peut être interprété comme un calcul électoral, avec à la clé le risque d'une annulation pure et simple.
Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. À une époque où la communication est permanente, où nos dirigeants sont plus accessibles que jamais, notamment en ligne, est-ce qu'on peut encore tracer une frontière vraiment claire entre le fait de gouverner et le fait de faire campagne? La question est posée.